Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour cet épisode dans lequel on va parler de l'entreprise française et donc éligible au PEA, The Blockchain Group. Et plus largement, on va parler des entreprises en bourse qui achètent du Bitcoin. Je l'avais évoqué en vidéo la semaine dernière et j'ai reçu un nombre assez élevé de commentaires par rapport à l'habitude concernant du coup The Blockchain Group et toutes ces entreprises. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. On va reprendre des éléments que j'avais fait sur la vidéo sur MicroStrategy notamment et de façon plus globale au-delà du blockchain group dont on va parler. On va aussi revenir sur le concept de ces entreprises, la valorisation aussi, comment le marché les valorise, sachant qu'il en existe de plus en plus. Vous avez ici Metaplanet, Cooler, etc. Aussi les mineurs de Bitcoin. Et vu que c'est des entreprises auxquelles je me suis intéressé, notamment parce que j'ai une exposition à la crypto et assez majoritairement à Bitcoin, c'est des entreprises que j'ai étudiées. Donc The Blockchain Group, est-ce que c'est un nouveau MicroStrategy pour PEA? On va essayer de répondre à cette question, voir s'ils ont une stratégie qui ressemble ou pas. Et on va aussi voir comment valoriser ces entreprises parce qu'il n'y a rien de conventionnel là-dedans. Évidemment, il s'agit en aucun cas de conseil en investissement, encore plus sur le crypto. Vous savez que moi-même, je suis très prudent sur ces secteurs et j'invite chaque personne à regarder son profil. Chaque profil est unique et chacun prendra ses propres décisions. De toute façon, je le rappellerai encore en conclusion que ces entreprises qui, je pense, ont quand même des risques intrinsèques. Donc tout d'abord, le titre en bourse, The Blockchain Group, c'est extrêmement apprécié récemment. On va aller voir le graphique directement ensemble, mais là, c'est flagrant. Vous avez vraiment une exponentielle. Et si vous le prenez entre avril, mai, quand ils ont commencé à faire leurs premières annonces, qu'ils adoptaient la fameuse stratégie, pour arriver aujourd'hui à plus de 4 euros pièce, ils ont fait un presque x10. Et si vous remontez directement pardon, sur leur Twitter, vous allez retrouver justement toutes les annonces qu'ils ont fait d'achat de Bitcoin dans le temps et depuis plusieurs mois. Vous avez ici mai et vous pouvez remonter dans le temps et vous avez toutes les annonces d'achat. MicroStrategy, je vous l'ai mis aussi ici, ça a été les premiers à commencer à faire des achats en Bitcoin. C'est sur eux qu'a été créé tous les concepts de NAV, de yield, etc., dont on va parler juste après. Et en bas, vous avez aussi la courbe du Bitcoin. Alors, je tiens d'ores et déjà à le dire. J'ai tout à fait confiance que ça peut résonner comme une bulle quand on entend parler de ces entreprises. Et honnêtement, personne ne sait et je peux le comprendre. Moi, je suis exposé notamment en très grande partie au sous-jacent. Je m'y suis intéressé depuis mars 2020 à Bitcoin. Et là, on rajoute des couches de complexité. Donc, prudence, prudence, prudence. J'en parle sur la chaîne YouTube parce que c'est des actions cotées en bourse, mais ce ne sont pas du tout des entreprises conventionnelles. Et j'entends bien que ce n'est pas forcément du long terme non plus. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent utiliser ces outils pour faire du trading. Et moi-même, je suis bien plus prudent sur les proxys crypto que je le suis sur une position directement sur le sous-jacent qui est Bitcoin. Donc je tenais à le dire. Maintenant, MicroStrategy, parce que c'est la base en fait de toutes ces autres entreprises qui ont suivi la fameuse stratégie de MicroStrategy, qui est d'ailleurs maintenant en train de se renommer Stratégie tout court. Donc au départ, c'est une entreprise qui était spécialisée dans l'analyse de business et le PDG Michael Saylor a expliqué que l'achat de Bitcoin était motivé par son désir de protéger et de faire fructifier la trésorerie contre l'inflation, voyant évidemment Bitcoin comme une réserve de valeur supérieure à l'or, d'après en tout cas sa thèse d'investissement. Donc, toutes ces entreprises, déjà, leur futur est extrêmement corrélé au futur de Bitcoin. Si vous pensez que Bitcoin n'a pas d'avenir, fin de l'analyse. On ne va pas être sur une analyse d'une entreprise standard avec un chiffre d'affaires, des marges, un résultat net, etc. Personnellement, j'y suis exposé, comme je vous le disais, depuis 2020 et je suis plutôt positif sur l'avenir et je compte rester exposé. Clairement, cependant, j'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier, je suis pas du tout 100% en Bitcoin ou en crypto et je gère ça par rapport à mon profil risque. À savoir quand même que Bitcoin est de plus en plus adopté, on a des ETF qui sont apparus, l'adoption institutionnelle aussi, il y a pas mal de particuliers qui s'y intéressent et je pense que même au quotidien vous en entendez parler. Et petit rappel important que j'ai déjà fait plusieurs fois sur pourquoi je me suis intéressé en mars 2020 en fait aux crypto et notamment à Bitcoin. Tout simplement parce que j'entendais à gauche à droite que ça n'avait pas de valeur, et au sens, comme je vous le disais, d'une entreprise avec un chiffre d'affaires et un bénéfice, c'est plutôt vrai, on ne fera pas une analyse conventionnelle. Par contre, il suffit d'avoir vécu pas mal d'années à l'étranger, d'avoir essayé de faire une transaction à tout moment, à faible frais, rapidement, sans attendre l'ouverture du bureau le lundi, en attendant que la personne veuille bien vous répondre au téléphone après le café. Et quand on me dit que ça n'a pas de valeur, j'émets des doutes et je pense que ça a certainement une valeur, en tout cas en tant qu'outil d'échange. Et là, je ne vous parle même pas du côté inaltérable des règles du jeu, du fait qu'ils ne peuvent pas en imprimer plus, etc. C'est un débat pour une autre vidéo. Donc comment valoriser ces entreprises? Clairement, on ne peut pas utiliser un PER comme sur une entreprise qui aurait du coup un bénéfice. Donc ces entreprises, bien souvent, ce qui va être utilisé, c'est le NAV.
En gros, combien on est en train de payer par rapport à si on achetait du Bitcoin en direct. Si vous prenez ici The Blockchain Group, vous voyez que lorsque vous mettez 3,2 euros, vous obtenez 1 euro de Bitcoin. Sur MicroStrategy, si vous mettez 1,69 $, vous obtenez 1 dollar de Bitcoin. Mais alors la question qui va, je pense, venir instantanément dans votre cerveau, ça va être, mais pourquoi des investisseurs accepteraient de payer plus cher pour du Bitcoin alors qu'ils peuvent l'acheter en direct? Eh bien, c'est à cause de ce qu'ils appellent le yield en anglais ou le rendement. Il est actuellement difficile d'obtenir un rendement sur le Bitcoin. Si on possède un Bitcoin, c'est un Bitcoin. Alors, vous avez des outils qui peuvent exister, notamment des outils décentralisés, mais cependant, c'est pas si simple que ça pour le commun des mortels qui va juste acheter du Bitcoin. Cependant, une entreprise, elle peut générer du rendement de différentes façons, d'où l'existence, à mon avis, des proxys qui se sont créés en bourse. Et c'est parce qu'on prévoit un rendement qu'on est valorisé avec un premium, avec une prime par rapport à la valeur liquidative du Bitcoin. L'entreprise, en fait, elle monétise le premium, le fait que les gens soient prêts à payer plus cher que ce qu'elle a en Bitcoin, et elle monétise aussi la volatilité. Si on retourne voir le graphique du Blockchain Group, on va peut-être un petit peu mieux comprendre l'explosion qu'on a eue ici, sur le graphique, sur l'action en bourse. En fait, si vous regardez, avant fin mars, début avril, ils avaient 40 Bitcoins au bilan. Ils sont ensuite montés à 620 bitcoins, ils sont ensuite montés à 847 bitcoins, et aujourd'hui ils sont à 1471 bitcoins. Alors évidemment, ce bitcoin, il a fallu l'acheter, donc ils ont levé de l'argent, et ça on va en parler après. Cependant, vu qu'on a dit que c'était des entreprises qui étaient principalement valorisées par rapport au bitcoin qu'elles ont au bilan, puisque c'est leur stratégie, c'est les fondements de ces réserves de bitcoin, c'est Bitcoin Treasuries en anglais, et bien évidemment que quand le nombre de bitcoins dans l'entreprise vient à exploser, le titre va aussi suivre cette courbe. Maintenant, comment ils font pour acheter autant de Bitcoin? Et c'est là que ça commence à poser problème à pas mal d'investisseurs et qu'on peut commencer à entendre qu'il s'agit d'une bulle, etc. Et honnêtement, seul l'avenir nous le dira. C'est pour ça que je vous disais que je suis beaucoup plus prudent sur les proxys que sur le sous-jacent en lui-même, qui est la crypto. Et je suis aussi, de façon générale, très prudent sur la crypto par rapport à tout mon patrimoine. Je ne suis pas du tout 100% là-dessus. Donc, comment ils lèvent de l'argent? Il y a plusieurs moyens, plusieurs stratégies selon les entreprises et selon la situation de la prime qui est payée par le marché, donc le fameux NAV. Déjà, l'entreprise, elle peut émettre des actions pour lever du cash et acheter du Bitcoin. C'est ce qui est fait très souvent, c'est ce que fait très majoritairement MicroStrategy. J'ai vu des choses passer disant que c'était que de la dette et des obligations convertibles. Si vous allez regarder, MicroStrategy fait énormément de ATM, donc en fait ils émettent des actions sur le marché directement. Mais les entreprises peuvent en effet aussi émettre de la dette convertible pour lever du cash et acheter du Bitcoin. Et dans ce cas-là, la thèse, si je le résume avec mes mots, c'est que le prix d'achat de Bitcoin aujourd'hui est plus faible que dans le futur et la dette a des règles et un prix d'exécution qui est connu d'ailleurs. C'est écrit noir sur blanc dans les documents de l'entreprise quand ils émettent ces obligations. Et en fait, tant que Bitcoin est au niveau attendu par l'entreprise dans le futur, eh bien on obtient du rendement. Mais attention, si le Bitcoin vient s'écrouler fortement, et évidemment d'ailleurs c'est pas lié qu'à cette entreprise, même si vous avez du Bitcoin dans le dur et que la thèse d'investissement sur Bitcoin s'avère être mauvaise dans le futur, eh bien, peu importe ces entreprises ou pas, Bitcoin peut très bien aller à zéro comme il peut continuer à monter. Ça, c'est l'investissement et c'est vrai d'ailleurs sur toute entreprise. Vous avez plein d'entreprises tout à fait standards qui font régulièrement faillite et qui vont à zéro, les moins 99% en bourse, il y en a plein. Donc de façon générale, le risque est lié à l'investissement. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est que ces entreprises font clairement un pari sur l'avenir du Bitcoin. Et d'ailleurs, toute leur capitalisation boursière est basée là-dessus. C'est ce qu'on a dit juste avant avec le NAV. Donc, si Bitcoin va à, je sais pas, 10 000 $, 5 000 $, 0 $, ces entreprises, elles vont baisser aussi en bourse. Donc, bien évidemment, le discours sur le fait que Bitcoin soit une bulle, je peux l'entendre, tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça que je suis jamais sur un seul actif et que je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. Et j'entends bien encore plus que quand on rajoute une couche avec de l'émission d'actions, de l'émission d'obligations convertibles, etc., on rajoute encore plus une couche sur l'actif sous-jacent. Et c'est un petit peu ce que je vous mets en bas. En fait, plus l'entreprise elle est petite et plus le rendement il est facile à faire. Mais dans ce cas-là, on s'arrête où? Qu'est-ce qui empêche toute petite entreprise à aller adopter cette stratégie et aller acheter du Bitcoin? Eh bien, rien ne les en empêche et c'est pour ça qu'il y en a pas mal qui le font. Et j'entends du coup tout à fait le fait qu'on entend à dire à gauche à droite que si c'était magique, pourquoi tout le monde ne le fait pas, que c'est une bulle, etc. J'entends tout à fait ce discours et c'est pour ça que j'insiste dessus dans la vidéo. Et encore une fois, je pense que ce discours, il vient tout simplement qu'en effet,
Il y a de l'offre et de la demande sur le sous-jacent qui est Bitcoin. C'est un sous-jacent volatile. Et de la même façon que beaucoup de personnes vont nous dire que Bitcoin n'a pas de valeur, eh bien, si Bitcoin n'a pas de valeur, pourquoi ces entreprises auraient de la valeur? Et là, au final, tout ce que je peux dire, c'est chacun se fera son avis, prudence évidemment, et chacun prendra sa propre décision. Et juste avant de passer à la conclusion, l'objectif de cette vidéo, c'était surtout de revenir sur comment ils font du rendement. Pourquoi vous avez une augmentation de Bitcoin au bilan? Pourquoi du coup les cours suivent en bourse? C'est tout simplement parce qu'ils lèvent de l'argent de diverses manières pour pouvoir acheter plus de Bitcoin. Et comme la valeur de l'entreprise est directement corrélée au nombre de Bitcoin au bilan modulo le NAV, donc un coefficient multiplicateur, le NAV. Et c'était vraiment les points sur lesquels je voulais revenir dans cette vidéo, de réexpliquer la mécanique derrière, comment ces entreprises sont valorisées, etc. Parce que on ne peut pas juste aller regarder ça comme une entreprise normale. Donc conclusion, au final, ce sont des entreprises qui permettent de s'exposer au Bitcoin d'une manière différente. La thèse d'investissement, elle est 100% corrélée au succès de Bitcoin. Là, chaque investisseur se fera sa propre opinion et je ne peux pas vous en dire plus qu'exposer les faits de comment fonctionnent ces entreprises. Un objectif d'avoir du rendement et d'un jour superformer le Bitcoin, c'est aussi quelque chose qu'on entend régulièrement parce que, en effet, s'ils en achètent de plus en plus, la quantité de Bitcoin que vous allez avoir pour chaque action que vous avez achetée devrait augmenter dans le temps. Et ça contre une dilution sur de la monnaie fiduciaire. Dans le futur aussi, je voulais mentionner que ces entreprises, elles pourront très bien emprunter contre ces Bitcoins. C'est tout à fait possible comme on peut le faire sur pas mal d'actifs. Et elles pourraient aussi un jour fournir de la liquidité avec les bitcoins qu'elles ont en stock, puisque on sait que c'est un marché qui a besoin de liquidité pour fonctionner. Alors, ce ne sont pas des actions que je considérais comme des entreprises, comme je vous le disais, et pour moi, clairement, elles sont placées dans la partie crypto du portefeuille. C'est-à-dire que je ne considère pas ça comme une entreprise en bourse, je considère ça comme une exposition directe à Bitcoin. Au final, comme je vous le disais, je comprends tout à fait l'intérêt porté à ces entreprises, surtout vu les courbes qu'on a, et encore plus que c'est une entreprise française et qui donc peut rentrer en PEA, mais ne jamais oublier les risques et les gérer. Moi, personnellement, je travaille en pourcentage de portefeuille, je m'expose jamais qu'à un seul actif, puisque je sais que la certitude, c'est dangereux en investissement, et donc je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. Par contre, clairement, je suis sur la crypto, vu que j'ai commencé en mars 2020, ça a quand même une certaine appréciation et ça pèse pour moi, et c'est pour ça que j'en parle, comme je l'ai toujours fait, et comme j'ai toujours tenu d'ailleurs à parler de mes investissements, même si parfois j'avoue que j'hésite. Ce genre de vidéo, vous voyez, je mets énormément de guillemets de prudence, parce que j'ai conscience de la volatilité, j'ai conscience que c'est pas pour tout le monde, donc je m'excuse pour les personnes qui sont très positives sur ces entreprises d'avoir été, entre guillemets, avec autant de prudence et d'avertissement, mais je me dois de le faire. Et pour conclure cette vidéo, si quelqu'un a une expertise sur le titre, n'hésitez pas à en parler en commentaire, c'est avec plaisir que je lirai tout aux commentaires. J'avoue que c'est difficile de répondre à tout le monde entre les commentaires, les DM Insta, etc. Mais je lis absolument tout, en tout cas. J'espère que la vidéo vous aura intéressé, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.